Souffrir du diabète n'est pas du tout une fatalité. Il faut seulement savoir comment s'y prendre. Et attention à ceux qui adorent les sucreries. Il se pourrait que vous soyez sur une mauvaise piste. Et ce n'est pas notre invité qui va nous contredire ici sur ce plateau. Aujourd'hui, on va parler du diabète et ses généralités. On évoquera aussi la prise en charge centrée sur le patient. Et ça sera avec un médecin expert en diabétologie. À tout à l'heure. On avait parlé, souvenez-vous, de l'alimentation pour lutter et ou prévenir le diabète. Et aujourd'hui, ça sera autour du diabète et ses généralités. On évoquera aussi la prise en charge centrée sur le patient et ça sera avec un expert, un médecin, expert en diabétologie. Et, il s'appelle Dr Armand Bouando, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour votre invitation et je suis ravi de partager ce moment avec nos téléspectateurs et nos auditeurs sur Digital. En forme? Oui, en forme. Je sens que vous avez de la matière là à nous bombarder aujourd'hui quand il s'agit du diabète. Nous allons partager le peu de connaissances que nous maîtrisons dans le domaine du diabète. Il faudra dire que le diabète aujourd'hui constitue un problème sérieux de santé publique dans le monde et même en République démocratique du Congo. Voilà. On en parle tout à l'heure. Le diabète, d'abord, comment le définissez-vous? Le diabète est une maladie métabolique caractérisée essentiellement par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire le métabolisme du sucre que nous ingérons pose problème et à l'état de jeûne, il y a une élévation qui se montre, voire même une élévation au-delà des normes après avoir mangé. Donc c'est cela le diabète. Et le diabète est, comme nous allons le voir, responsable de plusieurs complications à plusieurs niveaux dans l'organisme. Voilà, c'est ça qu'on appelle le diabète sucré. Alors parlez-nous un peu des statistiques, de manière générale, de manière globale, des statistiques du diabète dans le monde et ici en République démocratique du Congo. Comme je disais tout à l'heure, que le diabète constitue aujourd'hui un problème majeur de santé publique. Dans le monde, selon la Fédération internationale de lutte contre le diabète, nous avons les statistiques de 2019. C'est près d'1 demi-milliard de personnes qui souffrent du diabète, soit 463 millions de personnes. Je rappelle qu'aujourd'hui, le monde est constitué de 8 milliards de personnes. Et les prévisions montrent d'ici 2045, ce sera 700 millions de personnes qui souffriront du diabète dans le monde si les mesures préventives ne sont pas prises. Et ici, en République démocratique du Congo, les données ne sont pas actualisées, ne sont pas disponibles. Mais permettez-moi ici de vous présenter très rapidement un travail que j'ai effectué à Lubumbashi, au sein de l'hôpital Gécamine Sud. J'ai fait une étude prospective, c'est-à-dire je suis parti du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021 et sur les 1139 patients hospitalisés dans tous les services confondus, nous avons enregistré 103 patients diabétiques. Ça fait une fréquence hospitalière de 9%. Et ces 103 patients rapportés sur le nombre de lits montés de l'hôpital, ça fait un taux d'occupation de 52%. Et donc, un lit sur deux était occupé par un patient diabétique. Et tous les services ont enregistré au moins un patient diabétique. Et donc le problème, on le connaît dans nos milieux, c'est un problème fréquent. Déjà dans nos familles, on a une tante diabétique, on a un mari diabétique, on vit avec le diabète, mais il faut améliorer la prise en charge et connaître comment vivre avec cette maladie. C'est compliqué. Avec l'AVC, on dit que nous avons tous des AV, on attend qu'il y ait des C. Et avec le diabète, ça se passe comment? On a déjà des D, nous tous, et puis des I, on attend. Bon. On verra ça plus tard. Voilà. Parlez-nous de l'origine du diabète. Voilà. C'est quoi la cause ou quelles sont les causes de manière générale du diabète?
Permettez-moi ici de vous présenter ce qui se passe dans l'organisme quand on a le diabète. Il faudra retenir que dans l'organisme, derrière l'estomac, se trouve un organe noble qu'on appelle le pancréas. Et cet organe est spécialisé pour maintenir le taux de sucre dans les normes, pour que le sucre que nous ingérons ne nous fasse pas du mal. Et cet organe sécrète l'insuline. Et cet organe, en même temps, en sécrétant l'insuline va baisser le taux de sucre dans le sang, et ce sucre-là sera utilisé dans l'organisme. Ce même organe, en situation de jeûne, sécrète une autre hormone qu'on appelle le glucagon pour faire monter le taux de sucre. Je rappelle ici que l'organisme ne fonctionne qu'avec deux ingrédients importants, c'est le sucre et l'oxygène. Et maintenant, le métabolisme du sucre est perturbé parce que l'insuline n'est pas produite. C'est ce que nous voyons souvent chez les enfants qui développent le diabète, parce que leur diabète va nécessiter à ce qu'on donne de l'insuline à tout moment. A contrario, chez les adultes qui développent le diabète, là, il s'agit d'un problème d'action de cette insuline qui est la clé qui fait entrer le sucre dans les cellules. Et là, il faudra agir avec les médicaments pour favoriser l'entrée du sucre dans les cellules. Donc là, si vous comprenez bien, j'ai parlé du diabète de type 1 qui touche préférentiellement les enfants avec la destruction des cellules de Langerhans qui produisent l'insuline, et le diabète de type 2, très souvent qu'on voit chez l'adulte, lié au surpoids et à l'obésité. Et nous avons aussi un autre type de diabète, c'est le diabète gestationnel qui touche la femme enceinte, et d'où l'importance de faire le dépistage entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée. Et enfin, il y a d'autres types de diabète liés aux médicaments que nous pouvons consommer, c'est notamment les corticoïdes. Ici, je vois sous la ville les gens consommer comme des cacahuètes, des médicaments comme la dexaméthasone, la prédnisolone. Donc il faut faire attention avec ces médicaments-là qui peuvent entraîner un diabète secondaire. Voilà, ce sont là la classification et les éléments qui nous amènent qui causent le diabète. Exactement, voilà. Et on va parler des symptômes. Des symptômes. Comment reconnaît-on une personne diabétique? Ok, il y a plusieurs scénarios. Devant les symptômes de crise, ce que nous connaissons tous, une personne qui urine beaucoup, qui boit beaucoup et qui mange beaucoup, là ce sont les symptômes classiques quand le diabète se révèle. Et en dehors de ces symptômes-là, nous pouvons avoir un patient qui n'a aucun symptôme. Voilà, très souvent c'est le diabète de type 2 qui touche l'adulte. On n'a aucun symptôme, c'est lors d'un dépistage de manière fortuite que le diagnostic est posé. Troisièmement, nous pouvons être devant une complication aiguë ou chronique du diabète qui nous permet de poser le diagnostic. Ça peut être un coma ou soit une maladie qui affecte les pieds ou soit une atteinte oculaire, donc les yeux. Et devant ces symptômes-là, nous posons le diagnostic de diabète. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Une personne diabétique va sentir au départ, je ne sais pas, fièvre, vomissement. C'est quoi? Quels sont ces symptômes-là? Oui, par lesquels on peut facilement reconnaître le diabète? Oui, les symptômes annonciateurs, comme je vous ai dit, devant la crise même de l'hyperglycémie, quand le taux de sucre grimpe, nous avons une personne qui boit beaucoup d'eau. La personne a une soif insatiable. Malgré qu'on boit beaucoup d'eau ou on prend d'autres boissons, on a toujours soif. On urine beaucoup, on est déshydraté. À cela, il peut s'ajouter aussi le fait de manger beaucoup. Mais comme je vous disais tout à l'heure, mais il y a d'autres personnes comme les adultes
développent un diabète de type 2, ils peuvent ou ne pas avoir les symptômes précités. À partir de quel âge, par exemple, de type B? C'est à partir de 40-45 ans qu'il faut déjà commencer à demander un dépistage de façon régulière, une fois l'an ou une fois tous les 5 ans, selon que le taux de sucre est en train de grimper ou selon qu'on ait des antécédents de diabète dans la famille, notamment auprès de parents. Donc c'est aussi héréditaire? Oui, la maladie est héréditaire, mais il n'est pas dit que si j'ai des parents... C'est pas lié à un mauvais sort aussi, par exemple? Non. C'est pas lié à un mauvais sort? C'est pas lié à un mauvais sort. Si j'ai des parents diabétiques, si j'ai une alimentation équilibrée, saine et variée, apportant beaucoup de fruits et de légumes, et si j'ai fait l'activité physique de manière régulière, je ne peux pas avoir le diabète. Et donc, les facteurs environnementaux sont importants. Aujourd'hui, il y a le sédentarisme, les écrans, tout le monde reste longtemps assis. Or, aujourd'hui, il est dit que sitting is another smoking. Donc, le fait de s'asseoir longtemps, c'est considéré comme le fait de fumer. Donc, il faut bouger pour brûler les calories et éviter le diabète et d'autres maladies liées au surpoids et à l'obésité. Voilà. On va parler des risques et complications. Le diabète est-il aussi dangereux qu'on le pense? Oui, le diabète non contrôlé, je vous rappelle ici d'abord, il y a ce qu'on appelle le diabète non diagnostiqué. C'est plus de 50% de la population. Donc un adulte sur 2 fait le diabète sans le savoir. C'est très dangereux. C'est-à-dire, on n'arrive pas à diagnostiquer cela, c'est de façon fortuite qu'on peut le faire lors d'un dépistage. On a vu aussi beaucoup de gens développer le diabète. On a vu que on faisait le diabète pendant la pandémie de Covid-19, parce que c'était une forte infection qui a montré le diabète chez certaines personnes qui se croyaient saines. Alors, les complications, comme je disais, il y a des complications aiguës et des complications chroniques qui viennent avec l'évolution de la maladie. Donc, chez une personne chez qui on ne contrôle pas le diabète, cette maladie affecte les organes de la tête aux pieds. Ça affecte les yeux avec risque de cécité, d'où l'importance de faire une visite chez l'ophtalmologue une fois l'an pour vérifier l'état de la rétine, parce qu'il y a beaucoup de diabétiques qui perdent leur vue. Le diabète affecte les reins. Aujourd'hui, on a beaucoup de diabétiques qui suivent des séances de dialyse, puisqu'on ne peut pas faire de transplantation rénale et tout cela n'est pas à la portée de ces patients-là. Donc le diabète affecte aussi les pieds. On a beaucoup de cas d'amputation non traumatique, c'est-à-dire liée à une maladie comme le diabète, d'où la nécessité de suivre les recommandations du médecin et de prendre le traitement comme il se doit. Le diabète, vous mentionnez au début de l'émission le risque des AVC. Une personne diabétique a beaucoup de risques de faire les AVC si le diabète n'est pas contrôlé, parce qu'il y a le risque des maladies qu'on appelle athéromateuses. Ce sont des dépôts, des plaques d'athérome, des structures qui peuvent se poser sur les vaisseaux et monter au niveau du cerveau et créer des AVC. C'est pour cela que nous, dans notre prise en charge, nous faisons déjà une prévention primaire ou secondaire en rapport avec toutes ces maladies-là. Nous donnons des médicaments s'il y a risque de faire toutes ces complications. Mais est-ce qu'un diabétique est forcément prédisposé à devenir plus tard hypertendu? Non, pas forcément, mais il paraît que c'est lié, l'hypertension et le diabète. Oui, vous avez raison, c'est que nous avons vu à travers notre petite expérience. Souvent, quand on pose le diagnostic du diabète, surtout chez l'adulte, il faut vérifier les chiffres tensionnels. Souvent, ces personnes peuvent avoir aussi cette maladie et là, il faut traiter non seulement le diabète,
traiter aussi l'hypertension artérielle en ayant des objectifs bien stadifiés, c'est-à-dire par exemple pour les chiffres tensionnels chez une personne qui fait le diabète, nous devons avoir des chiffres, nous avons une pression artérielle systolique inférieure à 140 et une pression artérielle diastolique inférieure à 90. Les gens disent carrément inférieure à 14,9. Donc il faut être dans cette fourchette pour éviter les complications liées à l'hypertension artérielle. Ok, avant de parler de la prise en charge, on va d'abord prendre les témoignages d'un patient que vous avez suivi. Il était diabétique. Oui. On va suivre ces témoignages et on va se retrouver juste après. Bonjour à tous, je m'appelle Caleb Ilunga. Je vis actuellement au Lubumbashi et je suis diabétique depuis plusieurs années maintenant. Il y a quelques années, j'étais sans traitement personnel et j'ai eu quelques problèmes. J'ai eu un problème de dysfonctionnement du sucre dans mon sang et alors cela m'a empêché de faire les choses que j'aimais. Je ne pouvais plus peut-être jouer au football parce que j'avais tout le temps des crampes dans le muscle, ainsi de suite. Et j'ai même eu à chômer une année de mes études à cause du dysfonctionnement. Alors l'importance du traitement personnalisé est que tu auras d'abord une stabilité glycémique très bonne. L'insuline te permettra de garder une masse et une taille raisonnable et ainsi de suite. Alors comme vous le voyez, je suis bien et bien vivant, mais chaque jour je lutte avec le diabète pour essayer de me garder en bonne santé. Alors j'aimerais sensibiliser sur le diabète, tous ceux qui connaissent la maladie, tous ceux qui vivent avec des gens porteurs du diabète. J'aimerais que vous puissiez les encourager, parler tout haut, parler tout fort, afin de sauver des vies. Docteur, parlez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé avec votre patient diabétique? Ok, merci pour ce témoignage. En fait, comme je vous ai dit au début de l'émission, le diabète affecte plusieurs personnes, c'est notamment les enfants. Et les enfants, chez eux, comme vous voyez, tout le capital des cellules qui produisent l'insuline au niveau du pancréas est détruit. Et donc, ils doivent recevoir de l'insuline. Mais il faut une prise en charge personnalisée en fonction des besoins de l'enfant pour sa croissance et tenir compte de ses préférences, d'où l'importance d'appliquer ce qu'on utilise comme méthode dans la médecine basée sur l'évidence. Parce que dans la médecine basée sur l'évidence, nous avons 3 éléments importants. Nous avons les données de la recherche, que disent les différents protocoles pour la prise en charge du diabète aujourd'hui, selon les différentes recherches. Deuxièmement, il y a l'expérience du médecin, donc un médecin qui a travaillé sur les diabétiques longtemps. Par exemple, dans notre milieu, il a développé plusieurs astuces. Et troisièmement, il y a le profil du patient, tel que le patient se présente devant nous. Il est issu de quelle société, il est obèse, il est maigre, il est étudiant, il n'a pas de moyens pour payer l'insuline. Tous ces éléments-là doivent être... Ça coûte cher apparemment. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher, d'où l'importance aujourd'hui que ces maladies non transmissibles, comme on les catégorise, par rapport aux maladies infectieuses, que ces maladies soient prises en charge aussi dans la couverture santé universelle dans notre pays. Nous saluons ce qui est fait déjà pour les femmes enceintes et les nouveau-nés, mais il y a aussi un paquet pour les maladies chroniques comme le diabète. Il faut une prise en charge intégrale pour soutenir les familles et les patients. Voilà. En dehors de l'insuline, il n'y a pas des plantes à consommer? Non. Il paraît que les... Comment on appelle ça? Le ngadiadia. Ça a un goût un peu amer là, ça peut combler aussi, non?
Ou un peu les kimbyolongo, fait des trucs, oui, des produits traditionnels. Ça peut combler dans un premier temps, vous voyez pas? Bon, nous ne conseillons pas les remèdes traditionnels aux patients, puisqu'il faut faire des études de toxicité ou même d'efficacité de ces plantes. Mais je dois vous dire que dans notre formation aujourd'hui, il y a un cours de médecine traditionnelle et phytothérapie. Donc nous devons être informés sur ce qui s'est fait dans notre environnement. Nous conseillons plutôt aux patients d'utiliser des médicaments conventionnels qui sont passés par plusieurs processus rigoureux et qui sont réputés efficaces. Parce que certaines plantes peuvent être toxiques, notamment pour les reins, et quand les reins ne fonctionnent pas, tout ce qu'on peut donner comme médicament peut être aussi nuisible pour le patient. Quelle est l'attitude d'un patient souffrant du diabète? Voilà, l'attitude thérapeutique. Comment il peut se comporter? Voilà, donc un patient qui souffre du diabète, aujourd'hui, il doit se référer à son médecin traitant, suivre les rendez-vous médicaux et passer tous les bilans pour éviter les complications mentionnées si haut. Donc le patient diabétique a 3 interventions importantes, à part les suivis médicaux comme ça avec les médicaments. Il y a l'activité physique régulière et 2, il y a l'alimentation saine et équilibrée. Donc le nutritionniste s'invite dans cette prise en charge pour accompagner le patient diabétique. Et donc, le sport n'est pas exclu? Non, le sport... Un diabétique peut facilement faire du sport, faire des marches, des sentiers, on encourage aux diabétiques de faire du sport. Parce que je dois vous dire que le sport ou l'activité physique améliore l'action de l'insuline. C'est important pour les diabétiques, mais il faudra prendre des précautions. Si la glycémie est basse, par exemple une glycémie inférieure à 70 mg par décilitre, il ne faut pas faire une activité physique tout de suite, il faut plutôt manger parce qu'il y a risque que ces diabétiques-là puissent connaître une hypoglycémie en pleine activité sportive. Parlons maintenant du travail. Est-ce qu'un diabétique peut travailler, peut rester pendant 8 heures au travail et en plein travail? C'est possible? Oui, c'est possible, puisque le traitement, il faut comme je disais, on personnalise le traitement du patient diabétique. Et donc, si ce diabétique-là doit recevoir, par exemple, des injections, aujourd'hui, il y a des insulines en stylo injectables qu'on peut amener partout et on peut s'amener avec un repas, une casse-croûte, et les doses peuvent être prescrites en fonction du travail qu'on fait. Donc un diabétique peut travailler et d'ailleurs ce qui est recommandé chez le diabétique, c'est l'alimentation de tout le monde. Il y a 3 repas principaux avec 2 encas glucidiques ou 2 casse-croûte entre les grands repas. Donc il peut travailler normalement en prenant bien ses médicaments. Et donc les diabétiques ne doivent pas être exclus au travail. Plutôt, il faut considérer tout le monde pour le travail. Voilà. Question d'un téléspectateur. Ils ont des questions un peu bizarres. Okay. La bière va de pair avec le diabète? Je m'explique. Est-ce qu'un diabétique peut prendre la bière, peut consommer la bière? Ou le vin, par exemple, quelque chose d'alcoolisé? Donc, c'est décrit. Un diabétique peut consommer de l'alcool, parce que tout ce que vous dites comme boisson, de manière générale, l'alcool, principal, bière. C'est l'alcool. Un diabétique peut consommer de l'alcool, notamment la bière, mais les mesures sont bien calculées.
Hein. Par exemple, pour un homme, pas plus de 2 bières par jour. Et pour une femme, pas plus d'une bière par jour. En fait, quand on prend toutes ces boissons, il y a le pourcentage d'alcool qui est signifié là-dedans, mais pour ce qui est d'autres boissons, il y a des mesurettes bien calculées. Mais un diabétique qui doit consommer de la bière ou des boissons doit faire attention parce qu'il y a le risque d'hypoglycémie. Donc si il ne mange pas assez, il court le risque de faire une hypoglycémie. Mais ce que nous déconseillons énergiquement aux diabétiques, c'est l'usage du tabac. Donc le tabac est proscrit chez le patient diabétique puisque le tabac détruit les vaisseaux de manière plus importante. Or déjà le sucre à lui seul le fait, donc associé au tabac, le risque multiplicateur est important. Donc c'est pour tout le monde, l'alcool, il faut consommer avec modération, puisque il y a des effets dans l'organisme et notamment sur le système cardiovasculaire, le cœur et les vaisseaux en général. Ça, c'est vraiment l'évangile qui va plaire à une certaine catégorie de personnes, je ne cite pas le nom, heureusement pour eux. Voilà. Les sucreries. J'ai parlé de ça dès longtemps, je crois, dès l'annonce de l'émission. Les sucreries, boissons sucrées, les biscuits, ça se passe comment? Oui, pour les sucreries, permettez-moi ici d'ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, par exemple, en Europe, pour tout ce qui est de ces aliments-là, il y a ce qu'on appelle le Nutri-Score, c'est-à-dire tous les aliments sont catégorisés de A à E. Et quand on part de A vers E, la qualité de l'alimentation ou de l'aliment pose problème. Et donc aujourd'hui, tout ce qu'on a comme sociétés qui produisent du jus, comme on parle ici à Kinshasa, il y a des normes. Il y a des normes déjà dans la production en termes de sucre qu'on devra mettre dans une quantité donnée de boissons, mais il appartient aussi à nous, consommateurs, d'utiliser avec modération toutes ces boissons. Comme j'ai dit, on ne peut pas vivre sans sucre. Donc, à la maison, par exemple, maman devra conseiller aux enfants de ne pas trop consommer les jus, mais à la place, on peut mettre les fruits naturels, ou faire un jus pressé. Toutes ces habitudes-là d'hygiène de vie, nous devrons encourager ces éléments-là que de donner beaucoup de sucreries aux enfants au risque d'être nuisibles à leur santé. Voilà. Merci docteur. Juste un dernier mot, on a déjà fini. Merci pour votre invitation. Un dernier mot, c'est que j'ai fait ici un plaidoyer pour tous ces patients éparpillés à travers le monde et en particulier en République démocratique du Congo qui souffrent du diabète et souvent qui n'ont pas des moyens pour se prendre en charge. Donc l'État, à travers la couverture santé universelle, devrait très rapidement développer le paquet consacré à la prise en charge des patients souffrant des maladies chroniques comme le diabète et pour que ces patients-là aient quand même des solutions parce que c'est un fardeau le diabète en termes d'accessibilité aux médicaments, aux examens à passer et même à l'alimentation particulière pour tous ces patients. Et encore une fois de plus, merci pour votre invitation. Merci Dr Herma Bwando, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin et chercheur en diabétologie. Okay. Ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Merci madame. À vous également, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans les tout prochains jours. Restez branchés sur la télévision numérique.